Avant de plonger dans l'horreur, faites une chose importante. Abonnez-vous à Murmure de Minuit, laissez un pouce bleu et activez la cloche pour ne jamais manquer une seule de nos histoires terrifiantes. La neige tombait impitoyablement, recouvrant Rimouski d'une couverture froide et oppressante. Les rafales de vent hurlaient comme si elles détenaient de sombres secrets. Jean-Claude Marchand était dans sa modeste maison, une vieille bâtisse en bois qui crépitait à chaque assaut du froid. Il passait ses nuits à corriger ses examens ou à lire des livres d'histoire qui ne l'enchantaient plus autant qu'avant. À l'âge de 32 ans, la monotonie de sa vie commençait à faire des ravages, et il se demandait s'il y avait quelque chose de plus que les routines de la classe et la solitude des nuits d'un hiver qui semblait éternel. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, un bruit inattendu rompit le silence, des coups frénétiques à sa porte. Jean-Claude hésita. Qui serait là, dans cette tempête? Il enfila vivement son manteau et ouvrit la porte. De l'autre côté, une femme, les yeux écarquillés et les cheveux ébouriffés, tremblait violemment. Elle portait un manteau ensanglanté et ses mains semblaient gelées. « S'il te plaît, aide-moi. Il va me tuer. » Elle supplia, les lèvres fendues de froid et de peur. Jean-Claude resta paralysé un instant, mais l'urgence de sa voix le tira de son inertie. Il la fait entrer, a pris une couverture et l'a enveloppée. « Qui te poursuit? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. « Il est là-bas dans les bois. Il a tué mon petit ami et maintenant il veut me tuer aussi. S'il vous plaît, vous devez venir avec moi. » Jean-Claude ressentait un mélange de peur et de besoin presque héroïque d'agir. Quelque chose en lui aspirait à un moment comme celui-là, une occasion d'être plus que le professeur ennuyé qui glissait dans la vie sans se faire remarquer. « Attends ici. Je vais chercher mes affaires. » Il attrapa une lampe de poche et son pelage plus épais, ainsi qu'un couteau qu'il gardait en cas d'urgence. Quand elle revint, elle était debout près de la fenêtre, regardant l'obscurité avec des yeux inquiets. « Allons-y, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ils sont partis. Le vent semblait se moquer d'eux, leur jetant de la neige au visage alors qu'ils marchaient le long de l'étroit sentier forestier. La femme, qui s'appelait Lucie, conduisait d'un pas rapide et nerveux. Jean-Claude a senti sa présence étrange, mais l'a attribuée au traumatisme qu'elle a dû traverser. Après près d'une heure de marche, ils arrivèrent à une hutte isolée. Lucie s'arrêta brusquement. « C'est ici. » Il est à l'intérieur. Jean-Claude regarda la cabane. Aucune lumière ne venait des fenêtres, seulement une obscurité totale. « Es-tu sûr? Il semble abandonné. Il doit se cacher. Je ne peux pas y aller. S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier ?» Jean-Claude hésita, mais hocha la tête. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et entra lentement, le couteau à la main et la lanterne éclairant l'intérieur. La cabane était vide, mais l'odeur métallique dans l'air trahissait quelque chose de terrible. Alors qu'il éclairait le sol, il a vu des taches de sang qui menaient à un coin. Là, une main inerte est sortie de sous une couverture. Il s'approcha et souleva le tissu, révélant le corps d'un homme, les yeux ouverts dans un regard vitreux de terreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Avant qu'il ne puisse partir, Lucie arriva derrière lui. « L'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, d'une voix plus calme qu'auparavant. « Oui, il est mort. Vous devez informer la police. Cela ne peut pas rester comme ça. La police ?» Lucie éclata de rire, d'un ton froid et sans humour. « Pensez-vous qu'ils vont me croire ?» Jean-Claude se retourna pour lui faire face. Quelque chose a changé en elle. L'expression effrayée fit place à une sérénité troublante. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Il m'a trahi, avec une femme qui a juré d'être mon amie. Ils se sont moqués de moi dans mon dos. Ils le méritaient. Tu l'avez-vous tué ?» Lucie s'avança et sortit un couteau ensanglanté de son manteau. « Et maintenant, vous êtes ici. Pour aider à nettoyer ce gâchis. » La panique s'empara de Jean-Claude. Il commença à battre en retraite, mais la porte fut bloquée par Lucie. « Je ne vais pas aider avec tout ça. »« Tu es folle. » Elle haussa les épaules, sa voix prenant un ton presque décontracté. « Ne soyez pas dramatique. Soit vous m'aidez, soit vous finirez comme lui. C'est simple. » Jean-Claude savait qu'il était dans une situation de vie ou de mort. En l'absence de signal de téléphone portable et avec la tempête qui grondait à l'extérieur, il semblait impossible de fuir. Il avait besoin d'un plan. « D'accord. Sûr. » dit-il, essayant d'avoir l'air convaincant. « Pensons Y ensemble. »« Bon choix. » Lucie répondit, mais ses yeux ne quittèrent pas le couteau qu'elle tenait à la main. Alors qu'elle regardait le corps, Jean-Claude regarda autour d'elle, à la recherche de quelque chose qu'elle pourrait porter. Il a vu un tisonnier en fer près de la cheminée. On peut commencer par bouger le corps, peut-être l'enterrer. Il a suggéré.
Lucie hocha la tête et tourna le dos un instant. C'était l'occasion pour Jean-Claude. Il ramassa le tisonnier et, de toute la force qu'il avait, la frappa à la tête. Lucie est tombée, mais elle n'a pas complètement perdu connaissance. « Espèce d'idiot !» murmura-t-elle en titubant. Il sortit en courant de la hutte, ignorant le froid qui lui brûlait la peau. Je n'avais nulle part où aller, mais j'avais besoin de gagner du temps. Il entendit Lucie hurler derrière lui, sa voix maintenant remplie de haine. La neige leur rendait la marche difficile, mais elle recouvrait aussi partiellement leurs traces. Il essaya de trouver un endroit où se cacher, mais la forêt lui semblait infinie. Finalement, il remarqua une petite entaille dans un rocher et rampa dedans en respirant fortement. Les heures semblaient passer. Il entendit des pas lointains et la voix de Lucie qui l'appelait, lui promettant de le faire payer. Le froid était presque insupportable, mais il savait que sortir serait un suicide. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre, la tempête s'est calmée. Jean-Claude sortit de sa cachette, épuisé et tremblant. La cabane était loin et il n'y avait aucun signe de Lucie. Il commença à marcher vers la ville, trébuchant sur la neige. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont revenus à la cabane, ils ont trouvé le corps de l'homme, mais Lucie avait disparu. Quelques jours plus tard, Jean-Claude a tenté de reprendre sa routine, mais quelque chose avait changé en lui. Il comprenait maintenant que la solitude, aussi douloureuse soit-elle, était infiniment plus sûre que de faire aveuglément confiance à quelqu'un. Le vent mordant de l'île d'Orléans avait un son particulier. Il se fondait dans le vieux silence du lieu, portant les murmures du passé. J'ai toujours adoré ça. En tant que photographe, ce genre de mélancolie naturelle s'est parfaitement traduit dans mes objectifs. La conception des phares abandonnés du Québec est née d'une curiosité grandissante pour documenter des structures qui semblaient suspendues dans le temps. Lorsque je suis arrivé au phare de Pointe-au-Père, le brouillard semblait plus épais, comme si l'endroit voulait me cacher quelque chose. Le bois du plancher craquait sous mes bottes alors que j'explorais l'intérieur du phare. Les murs étaient recouverts de mousse et l'odeur du sel mélangé à de la moisissure était intense. J'ai trouvé un tiroir coincé dans l'ancienne cuisine. Après quelques efforts, elle céda, révélant un paquet de lettres enveloppées dans un nœud de tissu délavé. Les lettres de la première page étaient parfaites, presque trop élégantes pour un endroit aussi approximatif. Pour mon cher Émile. La première lettre est celle de Marie, l'épouse du gardien de phare en 1903. Elle a parlé des longues nuits solitaires pendant que son mari pêchait. Mais il y avait autre chose, la mention de quelqu'un qui s'appelait Margot. La lettre était chargée d'un désir qui n'était pas adressé à son mari. Ce jour-là, j'ai pris des dizaines de photos du phare, mais c'était comme si l'endroit résistait à être capturé. Il y avait quelque chose dans la lumière qui insistait pour s'éloigner de mon attention. Le soir, dans la chaumière où je logeais, je commençais à lire les lettres une à une. Marie a écrit sur Margot avec une passion presque palpable. Les deux se sont rencontrés en secret lorsque le mari de Marie est allé à la pêche. Les mots vibraient d'un désir refoulé et d'une peur constante d'être découvert. La troisième nuit, alors que je retouchais les photos, j'ai entendu des bruits de pas. J'ai regardé par la fenêtre de la chaumière. Juste le vide de la nuit. Mais le sentiment d'être observé était inéluctable. Je suis retourné au phare le lendemain matin, voulant capturer quelque chose qui semblait maintenant m'échapper. En explorant les environs, je suis tombé sur un arbre tombé avec les initiales gravées, M+M, 1903. Le frisson dans ma colonne vertébrale a été immédiat. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester au phare jusqu'à tard. Le silence était écrasant. Je me suis installé dans la pièce principale, avec les lettres à mes côtés. Il lut le dernier pendant que la lumière de la lanterne dansait sur les murs. Marie a décrit la peur croissante que son mari le découvre. Il sait, Margot. Je le sens dans chaque regard. Quand le vent a soufflé fort, j'ai cru entendre un rire étouffé. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Quand je les ouvris, les lettres des lettres semblaient plus sombres, comme si le temps les avait vieillies en quelques secondes. La nuit suivante, j'ai décidé de prendre un magnétophone. Je me suis approché du phare avec prudence, chaque pas résonnant dans mon esprit. J'ai installé mon équipement et je me suis assis sur le sol de la pièce principale. Alors que je lisais à haute voix l'une des lettres, j'ai senti quelque chose de glacé passer à l'arrière de mon cou. L'enregistrement, lorsqu'il a été revu plus tard, a capturé quelque chose que mes oreilles n'avaient pas remarqué, un murmure à peine audible. Pourquoi ? Le cœur battant, j'ai plongé plus profondément dans l'histoire. J'ai visité la bibliothèque locale et, à ma grande surprise, j'ai trouvé un bref document sur Marie et son mari, Émile. Il avait signalé la disparition de sa femme en septembre 1903, affirmant qu'elle s'était jetée par-dessus bord par une nuit d'orage. Les documents étaient vagues et ne semblaient pas mentionner Margot.
Mais maintenant, j'étais obsédé. Le phare semblait palpiter d'une énergie qui réclamait de l'attention. J'ai passé la nuit suivante au phare à nouveau, mais cette fois au sommet de la tour, surplombant la mer. L'horizon était noir comme de l'encre. Le vent semblait murmurer des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Quand je me suis retourné pour descendre les escaliers, j'ai vu une ombre. Elle n'était pas seule. Les lettres ont commencé à avoir plus de sens dans un contexte terrible. Marie avait tenté de s'enfuir avec Margot, mais quelque chose ou quelqu'un les en avait empêchés. La dernière lettre était différente des autres. L'écriture était tremblante, presque illisible. Nous ne pouvons pas partir. Il sait. Il ne nous laissera jamais être heureux. C'était comme si l'énergie du phare ne voulait pas que je parte de là. L'air était lourd, lourd. Quand j'ai essayé de partir, la porte a semblé résister. L'espace d'un instant, j'ai cru que Marie et Margot étaient là, cherchant désespérément à se libérer. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu'elle a clairement entendu le nom Émile, dans un soupir rauque alors qu'elle descendait les escaliers. Le lendemain, en examinant les enregistrements et les photos, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Dans l'une des images, capturée dans la cuisine, il y avait deux silhouettes indistinctes à l'arrière-plan, comme des ombres qui s'enlacent. Les habitants ont refusé de parler beaucoup de l'histoire. Une femme plus âgée a mentionné que le phare portait des tragédies, mais a évité d'obtenir plus de détails. Lors de ma dernière nuit sur l'île, j'ai décidé de retourner au phare une dernière fois. Avec les lettres à la main, j'ai lu la dernière à haute voix. La seule liberté que je connaisse est dans les eaux en dessous. C'est alors que j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait. J'ai regardé le bord de la falaise voisine. Il n'y avait rien là-bas, mais le bruit de l'eau semblait plus proche, comme si elle se levait pour m'avaler. Je me suis enfui, laissant les cartes derrière moi. Je ne suis jamais retourné au phare. Malgré cela, le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Les photos et les enregistrements de cet endroit sont les pièces les plus étranges de mon portfolio. Je n'ai jamais été capable de les vendre ou de les montrer. Ils ont un poids que je préfère ne pas expliquer. Parfois, la nuit, j'entends encore le vent murmurer. Pourquoi ? Je suis François Lemoine, restaurateur de meubles. À l'âge de 45 ans, j'avais déjà une carrière solide, mais ma passion pour la restauration s'estompait lentement. Les matins n'étaient plus remplis de ce plaisir viscéral que j'éprouvais à polir du vieux bois, à redonner vie à un objet usé par le temps. Au lieu de cela, j'ai commencé à ressentir un vide, comme si je ne faisais que répéter un cycle sans fin de réparation et de restauration, sans autre but. C'était jusqu'au jour où j'ai acheté l'ancien bureau. J'étais à une vente aux enchères locales, rien qu'une routine quotidienne. Je me préparais à concourir pour quelques pièces, mais rien ne m'avait préparé à la découverte que j'allais faire. Le bureau était du genre que peu de gens considéraient comme précieux. Une pièce simple en acajou, usée par le passage du temps, aux rayures profondes et à la patine délavée. L'histoire d'un meuble, lorsqu'il est restauré correctement, peut être lue dans ses marques et ses imperfections. J'ai pensé que cela pourrait être un bon projet. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à l'intérieur du bureau, caché dans un compartiment secret, se trouvait un journal intime. Il était vieux, avec la couverture en cuir usé et les pages jaunies, mais toujours lisible. Ce qui m'a tout de suite attiré, c'est le nom sur la couverture, Jules Roy, un nom que je ne reconnaissais pas, mais qui semblait avoir un poids mystérieux. Sans hésiter, j'ai emporté le journal à la maison et j'ai commencé à le lire ce soir-là. Les premières pages étaient des récits ordinaires et quotidiens d'une vie apparemment ordinaire. Jules Roy, un homme de Trois-Rivières, au Québec, dans les années 1940. Il travaillait comme pharmacien et vivait avec sa femme et ses enfants. Mais au fur et à mesure qu'il progressait dans les pages, les mots de Roy devenaient plus troublants. Il a commencé à écrire sur les disparitions dans la ville. Des enfants et des adultes disparaissent sans laisser de traces, et un sentiment croissant que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la police qui était impuissante, mais il semblait que le temps lui-même conspirait contre l'éclaircissement de toute vérité. Le journal est devenu un récit de terreur psychologique, Roy devenant de plus en plus obsédé par ces disparitions. Il croyait qu'il y avait quelque chose de plus derrière eux, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par la seule logique. À chaque page, Jules semblait de plus en plus convaincu que les personnes disparues étaient emmenées dans un endroit hors de portée de la compréhension humaine. Curieux, j'ai commencé à enquêter davantage. Les noms mentionnés dans le journal étaient liés à des disparitions réelles, des événements de 1942 et 1943 qui avaient marqué la ville. Je suis tombé sur de vieux journaux, des témoignages, mais rien qui expliquait vraiment ce qui s'était passé. La ville de Trois-Rivières a toujours eu une histoire particulière, mais ces disparitions semblaient avoir été balayées sous le tapis. Pourquoi personne n'en a parlé ?
C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Le nom de Jules Roy est lié à un dossier de police de 1945 où il a été interrogé pour son implication dans plusieurs enquêtes liées aux disparitions. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter ou l'inculper officiellement. Tout indiquait qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Mais qu'est-ce que c'était? Le journal ne semblait pas être seulement l'esprit troublé d'un homme. Il détaillait quelque chose de réel, quelque chose de dangereux. Ma recherche m'a conduit aux archives de la ville, où j'ai trouvé des documents provenant d'affaires non résolues qui semblaient avoir été intentionnellement dissimulées. Je commençais à rassembler les pièces du casse-tête, mais je me suis vite rendu compte que l'enquête me mettait en danger. Près de chez moi, quelqu'un semblait m'observer. Un sentiment de malaise m'envahit. Je savais que je n'étais plus seul dans cette recherche. Un après-midi pluvieux, alors que je sortais d'une réunion aux archives municipales, quelqu'un s'est approché de moi. Il ne s'est pas identifié, mais ses mots étaient clairs. Si vous continuez, vous serez le prochain. La menace était simple, directe et chargée d'une froideur qui me glaçait jusqu'aux os. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce sur quoi j'enquêtais n'était pas seulement un mystère vieux de plusieurs décennies, mais quelque chose de beaucoup plus sombre. La lignée du tueur vivait toujours à Trois-Rivières et ses pas étaient surveillés. Peut-être étais-je une menace, peut-être juste une pièce déplacée dans le jeu qu'il avait prévu depuis si longtemps. Je ne savais pas si je devais continuer l'enquête ou simplement laisser le passé là où il était. Mais quelque chose en moi, un besoin viscéral de connaître la vérité, m'a poussé en avant. Malgré les menaces, j'ai continué à passer au peigne fin les dossiers, les journaux et les rapports que j'ai trouvés. Par une nuit sans lune, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un nom, un lien direct entre les disparitions et une famille influente dans la ville, profondément enracinée dans la politique locale. Le lien était clair, et c'était terrifiant. Cependant, le coût de cette découverte a été élevé. J'étais suivi. Chacun de mes pas était observé par des yeux invisibles, et je savais que je ne pouvais plus faire confiance à personne. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, j'ai pris une décision. Je n'ai pas voulu révéler tous les détails de ma découverte. Au lieu de cela, j'ai donné le journal et mes notes à la presse, mais sans exposer directement les noms et les événements qui pourraient mettre ma vie en danger. Assez pour que quelqu'un, peut-être un journaliste audacieux, enquête plus profondément. Cependant, même après la révélation, le sentiment de danger n'a jamais disparu. La peur persistait et la ville de Trois-Rivières ne serait plus jamais la même pour moi. Je comprenais maintenant qu'il y avait des forces à l'œuvre bien plus grandes que moi, des forces qui manipulaient l'histoire et le présent. Le vrai changement, cependant, s'est produit en moi. J'ai réalisé que ce qui me touchait n'était pas seulement la recherche de la vérité, mais un besoin plus profond de restaurer quelque chose de réel et de tangible. La restauration de meubles n'était pas seulement un travail, c'était une façon de préserver les histoires. Des histoires qui pourraient être oubliées, qui pourraient être défaites par le passage du temps, mais qui pourraient toujours être sauvées si je les traitais avec le même respect qu'un meuble antique. Je n'avais plus à chercher des réponses dans le sombre passé de la ville. J'ai retrouvé ma véritable passion dans le travail que j'ai fait pendant tant d'années. La vérité sur les disparitions de Trois-Rivières n'a jamais été complètement révélée, mais le journal de Jules Roy et les indices qu'il a laissés derrière lui ont servi d'avertissement. Certaines vérités, pensais-je, ne sont pas destinées à être déterrées. La nuit semblait s'étirer comme une route sans fin. Mon quart de travail à l'hôpital Saint-Luc de Montréal a toujours été semé d'embûches, mais il y avait quelque chose de troublant dans les nuits. Ce n'était pas seulement le silence étouffant ou le faible bourdonnement des machines de surveillance, mais une sorte de poids invisible qui semblait suspendu dans l'air. Je me disais rationnel. Je l'ai toujours été. Médecin réside de 30 ans, formé dans une science qui nécessite des réponses claires. Il n'y avait pas de place pour les superstitions ou les craintes infondées. C'est mercredi dernier que j'ai entendu le premier rapport étrange. Un patient âgé, Claude Bouchard, atteint d'un cancer en phase terminale, est agité. Il a marmonné des choses incohérentes, comme beaucoup le font quand ils sont sur le point de mourir. Mais ensuite, il m'a tenu le bras avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. La femme, elle était là, à la porte. Elle sait. Qui elle, Claude, demandai-je, plus pour le consoler que par curiosité. En blanc, elle s'adresse à nous tous. Je pensais que c'était du délire, le résultat de la peur ou d'un médicament. Il est décédé quelques heures plus tard, et je suis passé à autre chose, comme toujours. Mais lors du quart de travail suivant, une infirmière a mentionné quelque chose de troublant. « Étiez-vous avec Monsieur Bouchard avant ?» a demandé Corinne, l'une des infirmières vétérans. J'ai hoché la tête, et elle a baissé la voix. Il a parlé de la femme en blanc, n'est-ce pas? De nombreux patients parlent. C'est étrange. L'insinuation m'irrita. Elle n'était pas disposée à céder aux rumeurs surnaturelles.
J'ai ri nerveusement et j'ai continué ma routine, mais les mots de Corinne sont restés dans mon esprit. La semaine suivante, un autre patient. Cette fois-ci, une jeune victime d'un grave accident de voiture. Avant d'être mise sous sédatif pour l'opération, elle gémissait doucement. « S'il vous plaît, elle n'est pas là, n'est-ce pas ?» Quand je lui ai demandé qui, elle a secoué la tête frénétiquement et a commencé à prier. Le modèle était impossible à ignorer. La femme en blanc. J'ai commencé à demander, discrètement, à d'autres infirmières et médecins. À ma grande surprise, tout le monde avait entendu quelque chose de similaire. Certains riaient à l'idée, d'autres changeaient de sujet, mal à l'aise. Une infirmière a même refusé d'en parler, disant que cela portait malheur. Quelque chose en moi a changé. Ce n'était plus de la curiosité clinique. C'était un besoin brûlant de prouver que tout cela était le résultat d'une coïncidence. J'ai commencé à enquêter sur les dossiers de l'hôpital. Je suis allé dans les archives numériques et physiques, à la recherche de modèles. Nuit, salle, horaire. J'ai découvert que les rapports étaient plus fréquents les nuits de garde à l'unité de soins palliatifs. La recherche a commencé à consommer mon temps libre. Chaque histoire semblait se connecter à la suivante, un enchevêtrement de coïncidences qui défiait ma rationalité. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé quelque chose de choquant dans les vieux disques. Une note d'infirmière de 1976 mentionne une « silhouette en blanc » aperçue par un patient avant sa mort. J'ai continué à creuser. J'ai découvert qu'il y a des décennies, une jeune infirmière nommée Émilie Renaud a été assassinée à l'hôpital. L'histoire était entourée de mystères, mais les détails que j'ai obtenus étaient macabres. Elle avait été attaquée dans un couloir vide et était morte de ses blessures avant d'avoir pu être secourue. Certains pensaient qu'elle errait encore dans les salles de l'hôpital. Ma logique a commencé à échouer. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Cette nuit-là, alors que je passais en revue les dossiers, j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir vide à l'étage. Le son résonnait, ferme et rythmé. J'ai quitté le bureau pour enquêter, mais il n'y avait personne. La nuit suivante, Corinne s'approcha de moi, pâle. « Marianne, viens voir. » Nous sommes allés ensemble au lit d'une malade en phase terminale, Madame Tremblay. Elle était lucide mais visiblement effrayée. « Elle est ici, docteur. »« À la porte. »« Regardez. » Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Pourtant, je sentais quelque chose, un froid mordant, comme si la pièce elle-même avait perdu toute sa vitalité. « C'est bien, Madame Tremblay, » dis-je en essayant de la calmer. Mais il n'allait pas bien. Je le savais. Puis c'est arrivé. La nuit suivante, alors que je faisais une ronde, j'ai tourné le couloir de l'unité de soins intensifs et je l'ai vu. C'était impossible à nier. Une silhouette élancée, enveloppée d'un voile blanc, se tenait à côté du lit d'un patient gravement malade. Son visage était caché, mais sa présence était écrasante. Mon cœur battait la chamade et le temps semblait s'arrêter. J'ai fait ce que tout médecin qualifié aurait fait, j'y suis allé. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante plus que je ne l'aurais voulu. Elle ne répondit pas. La silhouette disparut comme un brouillard, ne laissant que le bruit des machines et l'odeur stérile de l'hôpital. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai senti qu'il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait être défait par la science ou la logique. Dans les jours qui ont suivi, j'ai évité l'unité de soins intensifs. Mais je ne pouvais pas m'enfuir pour toujours. Une autre patiente a signalé sa présence, et cette fois, j'ai écouté. Il n'avait pas seulement peur, il semblait soulagé, comme si elle était le signe de quelque chose d'inévitable mais de nécessaire. Finalement, j'ai décidé d'affronter ma peur. Cette nuit-là, je suis resté dans la salle où Émilie avait été assassinée, maintenant abandonnée et utilisée comme entrepôt. J'ai attendu, assis sur une chaise dans le couloir froid et sombre. Les heures ont passé. Puis, à 3 heures du matin, j'ai ressenti un frisson. Elle était là. Cette fois, je n'ai pas bougé. Je l'ai regardée, sans voix, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas de la colère, mais de la tristesse. Profond et bouleversant. Et puis j'ai compris, elle n'était pas là pour faire peur, mais pour faire passer un message. Un rappel de la fragilité de la vie et de la responsabilité que nous portons en tant que proches aidants. Quand elle a disparu, j'ai quitté l'hôpital à l'aube avec une nouvelle compréhension. Peut-être que la science n'a pas toutes les réponses. Peut-être que je ne le ferai jamais. Depuis ce jour, quelque chose a changé en moi. Mon scepticisme existait toujours, mais maintenant il coexistait avec quelque chose d'autre, l'acceptation. En tant que médecin, elle ne pouvait pas sauver tout le monde, mais elle pouvait soulager leur souffrance, leur apporter du réconfort dans les derniers instants. Et parfois, les nuits plus calmes, je me retrouve à regarder la porte, à l'attendre. Non pas avec peur, mais avec respect.
Le soleil du matin touchait à peine la cime des arbres lorsque j'ai commencé ma patrouille quotidienne au parc national de la Jacques-Cartier. C'était la période de l'année où les touristes diminuaient, et la forêt était à nouveau dominée par le bruit du vent et la rivière qui serpentait entre les vallées. Cet endroit a toujours été mon refuge, un foyer pour un homme comme moi, habitué à la solitude. J'ai passé 15 ans de ma vie en tant que garde forestier, et mon lien avec ce paysage était presque viscéral. C'était une journée ordinaire jusqu'à ce que, par hasard, je fasse un détour imprévu. Un chemin secondaire, pratiquement englouti par la végétation, a attiré mon attention. Il n'était pas sur les cartes et semblait abandonné pendant des décennies. La curiosité m'a envahi et je suis passé à autre chose. Après une demi-heure de marche, je suis tombé sur une cabane, isolée et avalée par la mousse. La construction était grossière, faite de rondins usés et de fenêtres cassées. Tout en elle semblait déplacée, comme si elle était une anomalie dans la tranquillité de la forêt. La main dans l'étui de mon pistolet, je poussai la porte entr'ouverte. L'intérieur était un chaos de bois pourri, mais c'est ce que j'ai trouvé sur la table qui m'a fait tourner l'estomac. Il y avait un cahier relié en cuir épais, avec des pages remplies de symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Certains ressemblaient à des runes nordiques, d'autres à des motifs tribaux. À côté du carnet, un objet en pierre, presque de la taille de ma main, sculpté comme un œil humain. J'ai soulevé le cahier, les pages rugueuses semblaient presque vivantes au toucher. Certaines ont été illustrées par des scènes troublantes, des personnes masquées autour d'un anneau de feu, des figures humaines se mêlant à des animaux dans quelque chose qui rappelle les rituels sacrificiels. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai marmonné pour moi-même. J'ai apporté le cahier et l'artefact au bureau de la gare, mais à la tombée de la nuit, je n'ai pas pu dormir. Ces images dansaient dans mon esprit. Il avait besoin de comprendre ce qu'il avait trouvé. Le lendemain, je suis retourné à la cabane. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Non seulement le silence semblait plus lourd, mais les arbres environnants présentaient des marques que je n'avais pas remarquées auparavant, des symboles sculptés avec précision, similaires à ceux que j'avais vus dans le carnet. Ils semblaient me regarder, comme des sentinelles inertes de la forêt. J'ai décidé d'aller plus loin. J'ai commencé à suivre les sentiers et les panneaux autour de la cabane. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Des empreintes de pas fraîches étaient visibles dans le sol humide, mais ont disparu avant que j'aie pu identifier une destination claire. Quelques jours plus tard, en examinant le carnet, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Des pas légers autour de ma hutte, le bruit des feuilles qui bougent, même lorsque le vent était immobile. Un matin, j'ai trouvé des symboles gravés sur le bois du porche, identiques à ceux que j'ai vus sur les arbres et sur les pages du journal. La tension est montée, mais je ne pouvais pas lâcher l'enquête. J'ai parlé avec des historiens locaux et des collègues, mais personne n'a reconnu les symboles. Un seul professeur à la retraite a suggéré qu'ils pourraient être liés à des rapports sur des sectes dans les années 1980. De petits groupes ésotériques qui utilisaient la forêt pour des rituels. Mais tout cela n'est que de l'histoire ancienne, a-t-il dit en riant. C'était un mensonge. Quelque chose était vivant là-bas. Par une journée froide et nuageuse, je suis retourné à la cabane, déterminé à trouver des réponses. Cette fois, j'ai exploré les environs plus attentivement et j'ai trouvé un tunnel déguisé en branches. Il menait à une grotte, éclairée par des bougies usées et avec une odeur pénétrante de moisissure et de vieux sang. Au centre de la grotte, un autel simple avec plus d'artefacts. Un deuxième cahier y reposait, avec des ossements humains disposés rituellement. Le bruit des branches qui se brisent me fit tourner d'un mouvement rapide. Des silhouettes masquées, au moins 5, émergèrent de l'obscurité de l'entrée de la grotte. Les masques étaient grotesques, en bois sculpté, chacun représentant un animal différent, corbeau, loup, cerf, hibou et ours. L'un d'eux prit la parole, la voix étouffée mais pleine d'autorité. « Vous êtes allé trop loin. Mon instinct m'a empêché, et j'ai couru comme jamais auparavant. Des bruits de pas et de voix résonnaient autour de moi tandis que je me déplaçais dans la forêt. Je suis arrivé au poste de garde au crépuscule, mes vêtements trempés de sueur et de boue. Mais ils m'ont trouvé. Cette nuit-là, alors que je faisais semblant de dormir, j'entendis le bruit indubitable de pas à l'extérieur de la hutte. Des voix murmurant dans une langue que je ne connaissais pas. Les ombres dansaient contre la fenêtre, et quelque chose fut projeté sur le porche. Quand le silence est revenu, j'ai trouvé l'œil de pierre, maintenant fissuré, avec un symbole gravé au centre. Ils m'ont prévenu. Dans les jours qui suivirent, les persécutions s'intensifièrent. Un incendie inexpliqué a détruit l'une des tours d'observation dans la forêt, et des messages inquiétants sont apparus gravés dans les arbres du parc. Il était clair que mon enquête avait réveillé quelque chose de dangereux, quelque chose que je préférais garder caché. J'avais deux choix, tout exposer ou détruire ce que je trouvais et me protéger. Cette nuit-là, j'ai pris de l'essence et une boîte d'allumettes. J'ai marché jusqu'à la cabane et à la grotte,
portant les cahiers et les artefacts. Alors que les flammes consumaient ce lieu maudit, j'entendis au loin des cris sauvages et furieux, comme si la forêt elle-même protestait. Le lendemain matin, il n'y avait aucune trace de ce que j'avais fait, seulement des cendres et de la fumée. J'ai signalé à l'administration du parc qu'un incendie accidentel avait détruit la cabane et ses environs. Aucune question n'a été posée. Depuis, j'ai évité ce côté du parc. Quand je pense aux artefacts, aux personnages masqués et aux secrets enfouis dans la forêt, je ressens un mélange de culpabilité et de soulagement. La nature recèle ses propres mystères, et certains d'entre eux doivent rester intacts. La forêt continue de chuchoter, mais maintenant, je choisis de ne pas écouter. Je n'ai jamais été du genre à me laisser consumer par le blocage créatif. J'étais toujours capable d'écrire, même quand les mots semblaient s'esquiver, quand la page blanche me regardait avec ses yeux de glace. Mais après ce qui s'est passé, plus rien n'était plus comme avant. La perte de ma femme, Isabelle, dans cet accident de voiture m'a laissé en morceaux. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. En tant qu'écrivain, une partie de moi est morte avec elle. La douleur était profonde et incommensurable, et même au fil du temps, il semblait que l'ombre de cette tragédie planait sur moi, obscurcissant même les idées les plus simples. Moi, qui étais autrefois capable de créer des mondes entiers, je me trouvais maintenant paralysé, incapable d'écrire un seul mot. C'est alors que j'ai décidé que le seul remède serait l'isolement. Les voix de mon propre esprit, remplies de souvenirs et de regrets, me consumaient. J'avais besoin d'échapper à tout cela. Un endroit lointain, loin des souvenirs d'Isabelle, loin de ma vie, de mon travail. Il avait besoin d'un nouveau départ. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le chalet au Saguenay, en plein cœur de l'automne, où les feuilles tombaient comme des morceaux de mon être. La cabane était rustique, en bois vieilli, avec de petites fenêtres et une cheminée qui crépitait pendant la nuit. La neige n'était pas encore venue, mais le vent froid soufflait à travers les arbres, comme si l'air lui-même se lamentait sur le changement de saison. La solitude était profonde, mais ce n'était pas le genre qui me faisait peur. Au lieu de cela, elle m'a serré dans ses bras, m'a enveloppé dans son manteau de silence. Les premiers jours, tout semblait calme. Je m'asseyais à la table en bois de la cuisine et j'essayais d'écrire. Les mots, cependant, ne sont pas venus. Jusqu'à ce que, par un après-midi nuageux, quelque chose d'étrange se produise. Au début, j'ai cru que c'était le vent. Mais ensuite, le son commença à se distinguer du murmure des feuilles. C'était comme si quelqu'un parlait, chuchotait. Non, ce n'était pas tout à fait ça. C'étaient des mots brisés, fragmentés, comme si le vent emportait des souvenirs de quelque chose de plus ancien. Un sentiment d'inconfort m'a envahi, mais la curiosité m'a aussi tiré. C'était quoi ça? Une illusion de mon esprit chargé de tristesse? Ou y avait-il autre chose? Au cours des jours suivants, les voix sont devenues plus distinctes, plus claires. Je les entendais souvent, surtout au crépuscule, lorsque la lumière commençait à s'estomper derrière les arbres et que le monde devenait une masse indistincte d'ombres et de silhouettes. Les mots n'ont pas eu de sens tout de suite, mais en les écoutant à plusieurs reprises, j'ai commencé à en comprendre certains. Il y avait des noms, des dates et des phrases déconnectées, comme s'ils essayaient de raconter une histoire, ou peut-être de me mettre en garde contre quelque chose. Je ne pouvais pas l'ignorer. Quelque chose en moi était attiré par ces voix. Une partie de mon cerveau, peut-être la plus rationnelle, me disait que je ne faisais qu'imaginer des choses, mais mon intuition, plus forte que jamais, me disait qu'il y avait là quelque chose de réel, quelque chose de profond. Au cours de la 3e semaine, j'ai décidé de partir et de chercher plus d'indices. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver, peut-être une explication rationnelle pour les sons. Peut-être était-ce juste le vent qui prenait pour quelque chose d'autre. Mais ce que j'ai découvert, en marchant dans les bois autour de la cabane, était bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. La forêt était marquée par le passage de quelque chose, ou plutôt, de quelqu'un. Les arbres portaient des cicatrices, des marques d'anciennes haches, comme s'ils avaient été coupés dans les temps anciens, et certaines racines étaient couvertes de mousse et de feuilles mortes, ne laissant que de petites traces de quelque chose qui avait été là autrefois. Je me suis senti guidé, comme s'il s'agissait d'une pièce d'un puzzle assemblé depuis longtemps. C'est alors que j'ai trouvé l'ancien cimetière. Caché parmi les arbres se trouvait un champ ouvert, couvert de mousse, avec plusieurs pierres tombales en pierre, certaines tombées, d'autres à moitié enterrées, avec des inscriptions effacées par le temps. Je m'approchai, touchai les pierres, et une vague de froid me submergea le corps. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais les voix, les mots décousus qui résonnaient maintenant dans mon esprit, semblaient avoir un sens là-bas. Là, parmi les tombes de personnes oubliées, j'ai commencé à comprendre. Les voix n'étaient pas des fantômes ou des esprits errants, mais des souvenirs, des fragments de vie qui n'avaient pas été racontés.
Des histoires de tragédie, d'amour perdu, de familles qui ont disparu sans laisser de traces. Il ne demandait pas à être entendu, mais l'exigeait. Ce soir-là, j'ai écrit. Pour la première fois depuis des mois, les mots coulaient à flot. Ce n'étaient pas seulement des mots vides ou des phrases inutiles. Je les sentais, comme si les arbres eux-mêmes me guidaient. Les histoires ont commencé à émerger, non pas comme mes inventions, mais comme quelque chose qui devait être exprimé, qui devait être raconté. J'écoutais les morts. Mais avec les histoires venaient aussi les dilemmes. Je savais ce que les voix voulaient de moi, mais qu'est-ce que j'allais en faire? Comment pourrais-je raconter ces histoires sans être submergé par la culpabilité, sans revivre ces tragédies? La peur qu'il ne soit jamais accepté, que la vérité soit rejetée, me hantait. Cependant, quelque chose en moi m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Mon blocage créatif disparaissait, mais à quel prix? Je devenais une partie de ces histoires. J'ai senti leur douleur sur ma peau. J'ai écrit le livre. Je l'ai terminé une semaine avant de quitter Saguenay. Les voix avaient disparu, mais pas le poids des mots que j'avais couchés sur le papier. L'envoyer aux éditeurs a été un soulagement, mais aussi une tempête. Que adviendrait-il de ma santé mentale si les réactions étaient mauvaises? Et si les gens me traitaient de menteur? Ou pire, s'ils ne croyaient pas aux histoires des voix de la forêt? La réponse est venue tout de suite, mais pas de la manière dont je m'y attendais. Le livre a été publié, et malgré quelques critiques constructives, de nombreux lecteurs ont été fascinés. Les histoires de Saguenay, d'âmes perdues, de tragédies non résolues, commencent à attirer l'attention. J'avais donné la parole à ces oubliés, à ceux qui n'avaient jamais eu la chance de raconter leur propre histoire. Et à la fin, j'ai réalisé qu'ils m'avaient guéri. Le poids de la culpabilité, du chagrin et de la perte d'Isabelle n'avait pas complètement disparu, mais maintenant il y avait quelque chose de plus. Je n'étais plus l'écrivain perdu, l'homme sans but. J'étais quelqu'un qui avait découvert une mission. Mon écriture avait un nouveau sens, non plus seulement à propos de moi, mais à propos de ceux qui ne pouvaient plus parler. À Saguenay, l'automne était passé, mais l'écho des arbres continuait. Et je comprenais maintenant ce qu'ils essayaient de me dire depuis le début. Il y avait des histoires qui avaient besoin d'être entendues. Même s'ils avaient été oubliés, le vent, les feuilles et les pierres détenaient les secrets du passé. Et moi, enfin, j'ai su les écouter. Le calme de la vieille ville de Québec m'a toujours apporté une sorte de réconfort mélancolique. Les rues pavées, les vieilles façades, tout semblait murmurer des histoires oubliées. C'est dans ce scénario que moi, Lucie Tremblay, j'ai trouvé du réconfort après le décès récent de ma mère. Me plonger dans l'art m'a permis de m'échapper, même pour quelques heures, à la réalité étouffante de la perte. Je travaillais dans une modeste galerie, spécialisée dans la restauration d'œuvres historiques. Mon projet le plus récent était une peinture sans titre du début du XXe siècle, apportée par un collectionneur privé. Une scène pastorale simple, une clairière entourée de grands arbres, où des silhouettes indistinctes se rassemblent en cercle sous un ciel nocturne. Le temps avait été cruel pour l'œuvre, des fissures et de la saleté cachaient les détails, et l'écran dégageait une âcre odeur de moisi. Mon travail consistait à lui redonner sa gloire d'antan. Mais au fur et à mesure qu'il nettoyait couche par couche, des détails ont commencé à émerger, des détails qui ne correspondaient pas à la sérénité décrite par le collectionneur. Les personnages, qui ressemblaient à première vue à des paysans ou à des pèlerins, avaient des expressions qui oscillaient entre l'extase et la terreur. Leur corps semblait se contorsionner de manière anatomiquement impossible. Au centre du cercle, une ombre indistincte a commencé à prendre forme, comme si quelque chose ou quelqu'un était là, mais volontairement flou. Au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, j'ai remarqué des symboles gravés sur les troncs des arbres environnants. Ce n'étaient pas des marques naturelles, il s'agissait de motifs complexes, presque géométriques, qui semblaient avoir été sculptés avec soin. J'ai décidé de documenter ces symboles dans mon carnet, en traçant leurs contours aussi précisément que possible. Quelque chose à leur sujet semblait vaguement familier, mais je ne pouvais pas déterminer d'où ils venaient. Ce soir-là, alors que je révisais mes notes, je me suis souvenu d'une exposition d'art à l'université il y a des années. L'un des conférenciers a mentionné l'utilisation de symboles arcaniques dans les œuvres d'art comme méthode pour cacher des messages secrets. J'ai décidé d'enquêter davantage. Le lendemain, j'ai demandé l'aide d'un historien local, M. Alain Fournier, qui avait beaucoup travaillé avec la régionale. Ces symboles, il dit, fronçant les sourcils en examinant mon carnet, on dirait des restes de marques utilisées par les sociétés occultes au début du siècle dernier. La rumeur veut que certaines de ces sociétés opèrent à Québec à cette époque. Pourquoi, demandai-je, sentant un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Nous ne le savons pas avec certitude. Mais il existe de vagues rapports sur des disparitions inexpliquées liées à ces marques.
Des gens disparaissent sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que confusion et peur. Mes rêves sont devenus agités. J'ai vu les personnages du tableau bouger, leurs visages déformés par la souffrance, me fixant comme s'ils suppliaient pour quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il se réveilla avec des sueurs froides, le bruit du vent dehors sonnant comme une plainte lointaine. Mon obsession pour la peinture a grandi. J'ai passé des journées entières dans les archives historiques de la ville, me plongeant dans de vieux journaux. C'est là que j'ai trouvé les articles, des disparitions massives entre 1901 et 1910, toutes survenues dans le quartier de la vieille ville. Les victimes étaient d'âges différents et appartenaient à différentes classes sociales. Il n'y avait pas de motif apparent, sauf à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois, tous près de bois ou de clairières. L'une de ces disparitions s'est produite l'année même où le tableau a été daté. Je suis retourné à la galerie avec un sentiment d'urgence. J'ai regardé à nouveau les détails du tableau. J'ai utilisé la lumière ultraviolette pour vérifier s'il y avait des couches cachées, et à ma grande surprise, d'autres symboles sont apparus, presque invisibles à l'œil nu. Ils formaient une sorte de carte, avec des points qui coïncidaient avec les zones des disparitions. J'ai raconté au collectionneur mes découvertes, mais il a réagi avec scepticisme. « Vous laissez libre cours à votre imagination, mademoiselle Tremblay, dit-il avec un sourire condescendant. Cependant, je ne pouvais pas ignorer le poids des preuves accumulées. J'ai décidé de poursuivre l'enquête par moi-même. Alain m'a aidé à déchiffrer les symboles restants. Ils n'étaient pas seulement décoratifs, c'étaient des instructions, un guide pour les rituels d'invocation. Les personnages du tableau ne se contentaient pas de s'assembler, ils accomplissaient quelque chose. Mais quoi? Les réponses semblaient de plus en plus sombres. Par un après-midi froid, je suis retourné sur le site de l'une des disparitions mentionnées dans les dossiers, une forêt à la périphérie de la ville. La clairière semblait identique à celle du tableau, à l'exception de l'état d'abandon. J'ai senti un picotement à l'arrière de ma nuque, comme si je regardais. Le vent semblait porter un murmure incompréhensible. Soudain, j'ai réalisé que la carte du tableau n'était pas seulement symbolique. C'était réel. Peu à peu, un récit inquiétant a pris forme dans mon esprit. L'artiste du tableau doit avoir été lié aux disparitions, peut-être en tant que témoin ou participant. L'œuvre était plus que de l'art, c'était une confession, ou peut-être un avertissement. J'ai décidé de présenter mes découvertes dans une exposition spéciale à la galerie. Le tableau serait la pièce maîtresse, accompagné des documents et des preuves que j'ai rassemblés. Pendant la préparation, j'ai reçu une lettre anonyme, écrite dans un français archaïque. Arrêtez maintenant. Il y a des vérités qui ne devraient pas être déterrées. Ces paroles m'ont secoué, mais ils ont aussi renforcé ma détermination. Le soir de l'exposition, la salle était bondée. En parlant de mes découvertes, j'ai vu des regards mêlés de fascination et d'incrédulité. Certains m'ont accusé d'avoir inventé une histoire pour promouvoir la galerie, d'autres semblaient sincèrement terrifiés. Cependant, une silhouette au fond de la pièce a attiré mon attention, un homme pâle avec les yeux fixés sur le tableau. Il n'a pas dit un mot, mais à la fin de la nuit, le tableau avait disparu. Personne n'a vu qui l'avait prise. Les jours suivants furent marqués par un étrange vide. J'avais l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée en même temps que le tableau. Cependant, mon enquête a apporté une clarté inattendue. J'ai réalisé que ma recherche de réponses ne concernait pas seulement les disparitions ou l'art. Il s'agissait de comprendre la complexité de la perte et du deuil. Tout comme les secrets cachés de la peinture, les émotions humaines sont souvent enfouies, attendant d'être révélées. Je n'ai jamais retrouvé le tableau, mais les symboles et les cartes restent gravés dans ma mémoire. Je visite encore la clairière de temps en temps, écoutant le vent, ressentant la présence de l'histoire qu'elle porte. Et bien que les réponses complètes m'échappent encore, je sais que certaines vérités ne seront jamais complètement démêlées, peut-être parce que nous ne sommes tout simplement pas prêts à les comprendre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple trajet en train puisse changer ma vie. Tout ce que je voulais, c'était une pause. J'étais épuisé, non pas physiquement, mais mentalement. Le stress du travail, les exigences, l'effervescence constante de la ville, j'avais besoin de m'évader. J'ai donc décidé de me lancer dans un voyage nocturne le long de la route historique de Québec. Cela me permettrait de m'éloigner des pressions que je portais. Mais je ne savais pas que ce choix me mènerait à une confrontation avec un passé que je comprenais à peine. C'était une froide nuit d'automne, les feuilles tombaient en tourbillon lorsque je montais dans le train. Le vieux chariot de bois grinçait sous le poids d'une histoire ancienne, et le paysage sombre de la province de Québec s'étendait à travers la vitre embuée. La brise qui entrait par la petite fenêtre semblait m'appeler, comme si le train lui-même voulait que je me donne à son voyage. À 26 ans, je me considérais comme une personne pratique, mais quelque chose dans l'environnement semblait vouloir me faire oublier cette rationalité. Le rythme du train,
le bruit du métal contre les rails, tout semblait me calmer, mais en même temps me mettait mal à l'aise. Je commençais à me détendre, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Soudain, le train a freiné avec fracas. Le son métallique était si brusque que j'ai failli tomber du siège. Mon estomac s'est serré et un frisson m'a parcouru. L'obscurité à l'extérieur semblait s'être épaissie, et le train, figé au milieu de nulle part, semblait totalement déplacé. Je regardais autour de moi et je me rendis compte que j'étais seul. Les autres voitures étaient vides, leurs phares éteints. D'une manière ou d'une autre, la cabine dans laquelle je me trouvais semblait intacte, mais l'atmosphère était étrange. La porte était entr'ouverte, et le couloir sombre semblait m'inviter à enquêter. La curiosité me poussa à l'ouvrir, et à ce moment précis, une sensation étrange m'enveloppa. Je n'avais pas de mots pour décrire cela, mais il semblait que quelque chose ou quelqu'un me regardait. Je pris une profonde inspiration et suivis le couloir en direction de la locomotive. Arrivé à la voiture de devant, la vision m'a paralysé. Le conducteur, ou ce que j'imaginais être le conducteur, était assis dans la cabine, les yeux vides. Il ne m'a pas regardé. Sa tête était penchée en avant, ses épaules tendues. Je me suis approché et, sans rien dire, j'ai regardé par la fenêtre à sa gauche. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'impossible. La ligne de chemin de fer devant nous semblait vieille. Les arbres autour étaient tordus, les voies rouillées, l'environnement sans vie. J'ai regardé à nouveau le chauffeur, mais il ne bougeait toujours pas. C'est alors que j'ai compris. Non seulement le train était arrêté dans un endroit abandonné, mais il semblait que nous étions à un endroit où le temps ne fonctionnait plus comme d'habitude. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu un panneau rouillé, partiellement recouvert de mousse. En le déchiffrant, le choc fut immédiat. Rota historique de Charlevoix. Une ligne désactivée depuis des décennies. Ce voyage ne devrait même pas exister. À ce moment-là, le train trembla à nouveau. Ce n'était pas seulement un bruit mécanique, mais une sensation plus profonde, comme si l'espace autour de lui se déformait. Les vitres commencèrent à s'embuer et le reflet d'une personne apparut. C'était une femme, vêtue de noir, les cheveux attachés, les mains pressées contre la vitre, les yeux fixés sur moi. Je me suis éloigné rapidement, ne sachant pas si je voyais un fantôme ou si mon esprit me jouait un tour. Mais la vision resta. Elle me regardait jusqu'à ce que la buée disparaisse et qu'elle s'efface. Je commençais à comprendre. Le train, la ligne, tout cela semblait pris dans un passé qui ne pouvait être résolu. Les histoires, les accidents, les disparitions. Il y avait des rumeurs sur cette ligne. Des gens y étaient morts. Et maintenant, quelque chose voulait me maintenir ici. Le train semblait prendre une vie propre. Dans chaque nouveau wagon que j'explorais, un fragment du passé surgissait, des bruits de pas pressés, des voix qui pleuraient, des murmures de tragédies anciennes. Chaque recoin portait des souvenirs de douleur, des pertes non résolues. Je sentais les yeux de ceux qui étaient morts ici fixés sur moi, comme s'ils voulaient que je ressente ce qu'ils avaient ressenti. Au début, j'ai essayé d'ignorer la pression croissante. Je voulais fuir, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que je ne pouvais pas. Le train ne me laisserait pas partir. Il voulait que je me confronte à ma propre peur, à mes propres fantômes. Le train était aussi attaché à son histoire que je l'étais à mon passé. Chaque pas me rapprochait de la réalisation. Le voyage ne concernait pas seulement le train, mais aussi moi. Pour m'échapper, il faudrait que je l'accepte. J'avais besoin d'affronter ce que j'essayais d'oublier. Les voix, les ombres, les apparitions. Ils n'étaient pas simplement des figures du passé. Ils étaient le reflet de mes propres insécurités, des peurs que j'avais ignorées. Je me suis souvenu des histoires que mon grand-père m'avait racontées sur la guerre, des choses dont il n'avait jamais parlé. La douleur qu'il portait, le silence qu'il entretenait. J'avais toujours cherché à comprendre. Quand je repensais à l'image de la femme, son expression semblait plus triste que colérique. Elle attendait quelque chose. Peut-être m'attendait-elle. J'ai pris une profonde respiration et je me suis dit, je peux faire face à ça. Je ne suis plus un enfant effrayé. C'est ainsi que j'ai commencé à affronter les fantômes qui me hantaient. J'ai accepté que le passé ne pouvait être effacé, mais qu'il pouvait être confronté. Quand le train a enfin redémarré, le temps semblait se réajuster. Le chariot, qui avait été rempli de douleur, était maintenant vide, mais il ne menaçait plus. Je savais que j'étais libre, mais que je n'en sortirais pas indemne. Le train m'avait ramené, mais différemment. En arrivant à destination, la ville m'a paru plus éloignée que jamais. Je n'avais plus besoin de la tranquillité du passé. J'avais appris à affronter ce qui me hantait. Peut-être que c'était cela, ce dont j'avais besoin, faire face à l'obscurité et enfin avancer. Je m'appelle Antoine Bouchard, ingénieur en environnement, et j'ai passé plus de temps dans les forêts et les rivières du Québec que partout ailleurs.
La nature m'enseigne constamment qu'il existe des forces bien au-delà de notre entendement. Si vous me demandez ce qu'a été l'expédition de 2019, je ne pourrai répondre simplement, car ce que j'ai vécu là-bas échappe à toute explication. Peut-être même que je n'en suis pas pleinement conscient. En 2019, j'ai dirigé une expédition scientifique pour étudier la faisabilité d'interventions environnementales en Abitibi-Price-Témiscamingue, une région connue pour ses hivers rudes et ses forêts denses. Nous étions une équipe composée de biologistes, de géologues et de techniciens. Le but était de réaliser des relevés sur la dégradation de la forêt boréale et de cartographier les points de reconstitution naturelle. L'hiver y est impitoyable, des températures sous -30°C, des vents glacés et des nuits interminables. Les premiers jours se sont déroulés sans encombre. L'environnement était austère, mais sa solitude offrait une beauté particulière. Cependant, au fil du temps, quelque chose a changé. Des détails subtils ont commencé à attirer mon attention. La première anomalie s'est produite près d'une ancienne mine désaffectée. Nous avons enregistré des variations étranges sur notre radar. La végétation semblait plus dense que d'habitude, et un silence étrange régnait, comme si tout s'était figé. Il n'y avait aucun bruit, ni celui de la glace, ni du vent, ni des animaux. Juste le vide. Nous avons décidé de retourner au camp, mais le vent a tourné et la température a chuté de manière inhabituelle. La nuit est arrivée plus tôt, et avec elle, un malaise difficile à décrire. La nuit suivante, alors que je travaillais seul dans mon abri, j'ai entendu un murmure lointain. Curieux, je suis sorti, mais il n'y avait rien. L'air semblait plus lourd. En revenant dans la tente, j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait. Le lendemain, 2 membres de l'équipe avaient disparu sans laisser de traces. Aucune empreinte, aucun signe de lutte. La panique a commencé à se propager. Lorsque la 2e personne a disparu, il était évident qu'il se passait quelque chose de plus grand que des accidents. C'est alors que j'ai trouvé le labyrinthe. Ce n'était pas un phénomène naturel. Des murs de glace s'élevaient, sculptés de manière étrange, formant un enchevêtrement de couloirs et de chemins qui semblaient changer de direction à chaque pas. La réalité semblait déformée. Le temps s'étirait. J'étais prisonnier, perdu dans une structure où les lois physiques semblaient échouer. Chaque mouvement, chaque pas semblait être surveillé. J'avais la sensation d'être testé. Mais par qui? Les bruits allaient et venaient. Des voix, des pensées, ou peut-être des hallucinations, résonnaient dans ma tête. Le labyrinthe semblait réagir à mes émotions, à mes intentions, comme s'il les connaissait avant même que je ne les forme. À chaque instant, je me rendais compte que je n'étais pas seul. Ces entités, ou ce phénomène, étaient la réalité même du labyrinthe. L'espace, le temps, tout était manipulé. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai trouvé une sortie, mais la personne que j'étais avant d'entrer n'était plus la même. Les frontières entre le réel et l'irréel s'étaient estompées. Je suis revenu, mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Les autres membres de l'équipe sont toujours disparus. Ce que j'ai vécu ne peut être expliqué par la science. Les mots ne peuvent rendre justice à l'horreur et à la folie que j'ai expérimentée. Aujourd'hui, je poursuis mon travail de préservation de l'environnement, mais ma vision du monde naturel a changé. Ce que j'ai découvert dans ces terres glacées m'a révélé qu'il existe des dimensions que nous ne pouvons pas comprendre. La nature ne nous appartient pas. Elle est bien plus complexe, et nous sommes loin de tout savoir. Je ne peux ignorer ce que j'ai appris dans ce labyrinthe. Si le monde était vraiment un endroit sûr, peut-être que je pourrais raconter mon histoire sans crainte. Mais ce n'est pas le cas. Je ne peux permettre à d'autres de défier l'inconnu sans comprendre qu'il dépasse notre portée. Le froid mordant de la route transcanadienne m'enveloppait, noyant tous les sons. La radio était éteinte, et seul le bruit du moteur me rappelait que le monde existait encore, bien que la neige et le brouillard obscurcissent la route. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple voyage en solo pourrait avoir un tel impact, mais je savais que ce voyage allait être plus qu'une pause. J'en avais besoin, mais je n'étais pas prête. Je m'appelle Chantal Roy, thérapeute depuis 12 ans. Mon travail m'a apporté compréhension, mais aussi des cicatrices. J'aide les autres à affronter leurs traumatismes, mais je ne savais pas comment gérer les miens. J'ai toujours su écouter les autres, les guider à travers leurs ténèbres, mais quand mes propres ténèbres m'envahissent, je me sens perdu. Aller chez un ami dans un village isolé du nord du Québec était une tentative désespérée de trouver un peu de paix. Je voulais fuir la ville, me retrouver seul face à moi-même. Mais dès que j'ai quitté Montréal, j'ai su que je fuyais quelque chose de plus grand que la ville. Au fil des heures sur la route, les premières traces de givre sont apparues sur les vitres de la voiture. Le vent soufflait avec une force glaçante, et les conditions extrêmes m'enveloppaient. Mais plus inquiétant encore, les taches de givre sur les fenêtres formaient des figures. Des formes que je reconnaissais, des visages, ceux de mes proches. Ma mère, ma sœur, elles semblaient savoir ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait.
Dans le givre, les images se précisaient, me rappelant mon enfance. Une maison au bord du lac, des après-midi d'été, mais aussi une fin brutale. Mon père, dominé par l'alcool, avait promis de changer, mais il n'a jamais tenu ses promesses. Il a détruit notre famille, laissant ma mère et moi dans un monde brisé. Je voyais ma mère, son regard vide, perdue en elle-même. Elle semblait m'en vouloir. Et moi, j'étais distante, incapable de lui donner ce qu'elle attendait de moi. J'ai fui, me réfugiant dans le travail, écoutant les souffrances des autres pour oublier les miennes. En regardant le givre, j'ai vu la dernière conversation avec ma mère, avant sa mort. Je t'ai toujours aimé, mais tu ne l'as pas remarqué. Ces mots m'ont hanté. Je n'avais pas compris, pas à ce moment-là. Je n'avais pas vu la vérité. Les images devenaient plus claires. J'ai vu l'accident, celui qui a tué mon père. Ce n'était pas de ma faute, mais j'ai porté ce poids toute ma vie. Il conduisait ivre, et la voiture a dérapé. Il est mort, et la neige s'est teintée de rouge. Je voulais qu'il arrête, mais il n'a jamais écouté. Je suis arrivé au village, épuisé, mais changé. J'avais fait face à mon passé, revécu mes souvenirs. J'avais encore du travail à faire, mais j'étais vivante. L'avenir restait incertain, mais j'avais fait un premier pas vers la guérison. Je n'étais pas seul,